de l'ensemble des entiers, de l'ensemble des nombres rationnels. Alors cette fonction-là, c'est quoi? Très simplement, je prends mes réels. Les rationnels, ce sont les quotients de nombres entiers. D'accord? C'est les nombres qui s'écrivent A sur B avec A et B, deux entiers. Ces machins-là, ils appartiennent à cet ensemble. Mais vous savez aussi qu'il y a des nombres qui ne s'écrivent pas comme quotients de nombres entiers. Par exemple, racine de 2, pi, racine de 3. Et on a en fait beaucoup plus des gens comme ça que des gens comme ça. Ok? Et bien cette fonction, elle vaut 1 lorsque x, il est comme ça, et elle vaut 0 lorsque x, il est comme ça. Au final, on peut l'imaginer comme un petit point. D'accord? Là, hop, j'ai un rationnel, ça vaut 1. Hop, juste à côté, j'ai un irrationnel, ça vaut 0. Hop, j'ai un rationnel, un irrationnel. Sauf qu'en fait, entre chaque rationnel, il y a toujours des irrationnels et inversement. Et du coup, ben, elle est monstrueusement chaotique, cette fonction. Et l'intégrale de Riemann ne peut pas intégrer cette fonction. Mais, lui, Lebesgue, il a créé un modèle de l'intégrale, il a créé une théorie de l'intégration qui permet en fait d'intégrer cette fonction-là. Et en fait, il montre que l'intégrale de ce machin, ça vaut 0. Alors on peut se dire, ouais, ben, c'est normal, c'est l'air sous des points, et sous un point, il n'y a pas d'air, donc quand je somme. Mais vous savez aussi qu'en maths, il n'y a rien qui est aussi évident directement. Il y a plein de résultats un peu bizarres qui se voient pas. Comme celui-là, qui vous dit que la somme des 1 sur n au carré, pour n est égal à 1 à l'infini, est égale à pi carré sur 6. Bon. En fait, je suis en train de faire 1 plus 1 quart plus etc. etc. Et jusqu'à l'infini, ça ne me donne pas l'infini, malgré que je somme des nombres positifs. Et une somme infinie de nombres positifs ne donne pas forcément plus l'infini. Voilà une preuve. Et c'est pour ça qu'en maths, on n'avance pas toujours très vite. Ok? Alors, ok, on a vu ça. Alors, on va revenir maintenant aux coureurs tout à l'heure, aux mecs qui faisaient du saut en hauteur. Et les sportifs, les coachs en fait de ces gens-là qui font du saut en hauteur, ils aiment bien en fait essayer de rechercher comment augmenter la performance du sportif en regardant tous les facteurs qui rentrent en jeu. Et un des facteurs s'appelle l'impulsion. Donc l'impulsion, en fait, vous savez que quand vous allez mettre le pied au sol, votre talon va toucher, okay, et puis ensuite vous allez passer par une phase médiale, et ensuite, hop, vous allez vous redéséquilibrer, et vous créez en fait des efforts sur le sol, d'accord? Et cette force, finalement, ben, vous voyez qu'elle n'est pas constante, parce qu'au moment où vous arrivez, il y en a peut-être plus qu'au moment où vous partez, etc. Quand vous n'êtes plus au sol, ben, il n'y a plus de force au sol. Mais vous voyez aussi qu'il y a un temps d'application de cette force. C'est-à-dire que quelqu'un qui court très vite, son temps d'application, son pied, reste moins longtemps au sol que quelqu'un qui va prendre son temps comme ça. D'accord? Et donc, quand on écrit la force F en fonction du temps t, ça nous donne une certaine fonction dont l'impulsion est tout simplement l'intégrale de la force F. Et du coup, ils vont essayer de voir comment avoir une force très grande avec un temps d'application très court. D'accord? Alors vous pouvez voir les sprinters, par exemple, qui font du 100 mètres, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de mettre beaucoup de force sur leurs pieds, mais ils essayent aussi de garder le pied le moins longtemps au sol. C'est-à-dire que dans leur phase de déplacement au démarrage, ils vont être sur les starting blocks, et ils vont essayer de pousser le plus fort possible pour avoir beaucoup de force, mais à la fois de rester un peu en avant pour être déséquilibré, et donc pour pouvoir prendre de la vitesse, et donc pour pouvoir laisser le pied le moins au sol, et du coup augmenter leur impulsion en diminuant le temps d'application des forces. Donc voilà une application de l'intégrale dans le cadre du gars qui faisait du saut en hauteur. Et donc voilà, on a montré que oui, il y avait des maths là-dedans, et on ne dirait pas, mais il y en a quand même. Alors maintenant, je vais vous présenter un autre élément
de théorie de mathématiques qui s'appelle les groupes. Alors, je vais vous présenter ça très simplement et très rapidement parce que c'est vraiment quelque chose de très très compliqué et ça peut prendre. Alors, un groupe c'est quoi? Je prends un ensemble, je l'appelle E par exemple, ok? Et je vais prendre une application dans E. Donc une application c'est quoi? Je vais prendre une application qui vérifie, dès que je prends X et Y appartenant à E, ça me renvoie quoi? Un élément X, Y qui appartient encore à E. D'accord? Je vous donne un exemple. L'addition dans l'ensemble des entiers naturels, elle vérifie bien ça. Quand je prends deux nombres entiers et que je les ajoute, je tombe encore sur un nombre entier. Alors que l'addition, dans cet ensemble-là, ça ne fonctionne pas. Parce que si je prends 1 et 0,5, ça me donne 1,5, je ne retombe pas dans mon ensemble. Quand je vérifie cette petite propriété, on dit que ma loi est une loi de composition interne. D'accord? C'est un peu du vocabulaire barbare, mais vous voyez avec cet exemple-là, je peux en prendre un autre, les réels non nuls avec la multiplication. Quand je fais un produit de nombres réels, je tombe encore sur un nombre réel. Donc ça marche bien. Et du coup, quand j'ai une application qui vérifie, dès que je prends deux trucs dedans, je retombe sur un truc dedans, ça s'appelle une loi de composition interne. Okay. Alors, une loi de composition interne, on dit qu'elle a un élément neutre lorsque... un élément neutre, pardon, pour une loi de composition interne, c'est un élément qui ne fait rien du tout. Par exemple, pour l'addition, l'élément 0 est un élément neutre. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre, si je lui ajoute 0, je ne change rien du tout au nombre. Pour la multiplication, c'est 1. N'importe quel nombre multiplié par 1 me redonne le même nombre duquel j'étais parti. Et du coup, ces éléments-là, pour une loi quelconque, sont appelés des neutres. Alors, si j'ai un ensemble avec une loi de composition interne qui contient un élément neutre, ça s'appelle un modulo. J'ai un moduloïde, on va arriver au groupe après. Et ensuite, dernière chose, j'aimerais que chaque élément possède un élément symétrique. Par exemple, pour l'addition, dans l'ensemble des entiers relatifs, moins 3 a pour symétrique 3. Pourquoi? Parce que moins 3 plus 3 égale 0. Et 0, c'est qui? C'est l'élément neutre. Très bien. Ok? Dans cet ensemble-là, 1 cinquième a pour élément neutre, a pour symétrique, pardon, 5, parce que le produit vaut 1. Très bien. En fait, finalement, l'élément neutre pour une loi, c'est l'élément tel que, quand je les mets l'un dans l'autre, ça me donne le neutre de l'ensemble. Là, j'ai pris des ensembles qui sont assez simples, mais une fois de plus, il faut se dire qu'il y a des ensembles qui sont très compliqués, et que du coup, le neutre, il peut avoir une tête un peu bizarre. Eh bien, dernière propriété, et après, on a fini, on aura notre groupe. La dernière propriété, c'est que, en fait, si je prends x, y, z, eh bien, ça doit toujours être égal à x, y, z. Alors attention, je n'ai pas fait commuter des éléments. Cette propriété, elle s'appelle l'associativité. Elle me dit juste que je mets les parenthèses où je veux, à partir du moment où je ne fais pas tourner l'élément. Ok? Par exemple, l'addition, elle est commutative. Si je fais 3 plus 2 plus 1, elle est, associative. Je peux aussi faire 3 plus 2 de 2 plus 1. Vous êtes d'accord? Il y a des ensembles où ça ne fonctionne pas. Par exemple, je sais qu'il y a sûrement des gens en spé maths, je sais qu'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Ouais,
dans l'ensemble des matrices, deux matrices ne commutent pas tout le temps. Donc, il faut aussi oublier l'aspect de commutativité. L'associativité, c'est vraiment le fait que je puisse mettre mes parenthèses pour ça. Alors, si au final, j'ai mon ensemble E avec une loi quelconque qui vérifie étoile est une loi de composition interne, étoile possède un élément neutre, et étoile est associative, et en plus, tout élément de E possède un symétrique, alors j'ai un groupe. E est un groupe si E est un monoïde et chaque élément est symétrique alors. Ok? Alors, je vais vous donner un groupe très simple. L'ensemble R, muni de l'addition, c'est un groupe. Pourquoi? Parce que une somme de réels, ça donne un réel. Donc, c'est une loi de composition interne. J'ai le droit de dire, pour trois réels, x plus y, le tout plus z, est égal à x plus y plus z. Donc, c'est bien associatif. Quand je prends un x, moins x est toujours le symétrique. Et 0 appartient à R, c'est un élément neutre. Ça y est, j'ai construit. Je sais que R muni de l'addition est un groupe. Alors, un truc qui n'est pas un groupe, l'ensemble des entiers naturels, c'est pas un groupe. Qu'est-ce qui lui manque? Le symétrique. C'est bien. Donc vous avez bien compris cette histoire de groupe. Henri Poincaré disait que les maths c'était une histoire de groupe et qu'en fait chaque chose en maths peut se ramener finalement à l'étude d'un groupe. Voilà une preuve. Donc on part d'une molécule d'eau et on va essayer de regarder la structure de groupe qui est cachée à l'intérieur de notre molécule. Alors, c'est quoi l'élément neutre de ce groupe? Alors, je vous donne quand même la loi, c'est les rotations. On va faire des rotations. Un élément neutre, vous savez qu'il ne doit rien changer. 360, ça marche. 180, ça marche aussi. 0 aussi, ça marche. Donc, voilà, on va utiliser une notation qui s'appelle les congruences, ok, mais en fait, c'est le fait que c'est un peu comme votre horloge, quand il est 14h, il est 2h, donc 2 et 14, c'est un peu pareil, à un tour d'horloge près, ok. Donc là, c'est pareil, ça va être toutes les rotations qui sont congrues à 0, donc qui sont à peu près comme 0 à un demi-tour près, vont être finalement éléments neutres. Donc déjà, on a trouvé un élément neutre. Est-ce que c'est associatif? Là, c'est un peu bizarre. J'ai ma molécule. Est-ce que si je la fais tourner comme ça, puis comme ça, puis comme ça, c'est pareil que si je la fais tourner comme ça, puis comme ça? Parce qu'en fait, je peux faire mes rotations autant que je veux. Si je fais une rotation de θ1, puis ensuite θ2, puis θ3, j'ai le droit d'abord de faire E2, puis L, ou alors de faire L, puis L et L. Donc ça marche, on a bien un truc qui est associatif. Imaginons que je la fais tourner d'un quart de tour. D'accord? Quel est le symétrique? Comment? Un quart de tour dans le sens inverse. Très bien, c'est ça. Parce que ça doit donner quoi? L'élément neutre. Le symétrique, quand je le compose avec la première application, je dois retomber sur ce que j'avais. Effectivement, si je lui ai fait faire un quart de tour, puis un quart de tour comme ça, je retombe bien sur l'identité, finalement, je retombe bien sur ma molécule à la base. Ok, donc là, vous venez de voir comment on pouvait, en partant d'une molécule d'eau ou une molécule quelconque, en fait, pouvoir essayer de faire surgir un groupe. Et en fait, les mathématiciens, ils aiment bien faire ça. Comme ils connaissent très bien les groupes, et bien, dès qu'ils ont un ensemble, ils vont essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une structure de groupe cachée derrière. Ok?
Ok. Alors pour finir, je vous ai ramené une surprise. Donc ça c'est mon bulletin de 2004. Donc tout à l'heure on parlait de plasticité cérébrale, le fait que votre cerveau puisse s'adapter en fait à n'importe quel instant et qu'il puisse changer, et que donc les maths sont accessibles à n'importe qui. Donc là vous pouvez voir. Ok. Alors voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'on peut finir par s'en sortir à un moment ou à un autre. C'est une preuve en image. Donc j'espère que vous avez bien suivi ce que j'ai fait. Une petite série. Voilà. Le dernier quand même. Très bien. Comme ça, on laisse bien en valeur cette quantité qui est logique. Voilà, donc pour finir, gardez ça à l'esprit. Et voilà, j'espère que vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Rien du tout. Tout était clair. Là. Ok. Ben, merci à tous.